Oui, c'est quoi votre question? Je voulais savoir le nom de la machine. Le nom de la machine? Je pense que je vous entends maintenant. Ah, voilà. Donc, comme il est là, il nous entend. Vous pouvez poser directement la question. Mais d'abord, je vais vous rappeler la première question. L'étudiant demande comment la machine fait pour installer le premier pion. Vu qu'il passe d'abord sur les pions existants pour pouvoir en installer d'autres. Voilà. La deuxième question, l'étudiant demande voilà, le nom de la machine. De la machine. Voilà, vous pouvez répondre à des questions en attendant. Il y a d'autres qui veulent poser des questions. Ok. Donc, merci. La première question, elle est très pertinente. Donc, laissez-moi vous montrer quelque chose. C'est bon, monsieur. Alors, pour la première question, est-ce que vous pouvez voir mon slide? Oui, on voit bien. Ok. Maintenant, pour ce qui est de l'installation initiale, donc, voici la technique. On utilise des réactions stands. Ceci en bleu, qu'on pose sur le sol, et ce qu'on appelle des réactions stands. Maintenant, on pose d'abord ces réactions stands. Ensuite, on pose la machine sur le réaction stand. Ensuite, on utilise des contrepoids. Des contrepoids qu'on pose sur le réaction stand. Donc, c'est cette réaction stand-là qui va stabiliser la machine et lui donner la force de réaction. Et c'est grâce à ça que la machine va commencer à installer les premiers pieds. Dès que la machine installe 3 ou 4 pieds pour lui permettre de s'agripper, la réaction stand est enlevée et la machine continue ses installations. Je ne sais pas si j'ai correctement répondu à votre question. Oui, merci, monsieur. Je pense que c'était ça qu'il attendait, c'est-à-dire comment faire pour installer l'installation initiale en quelque sorte. Donc, à travers la vidéo, je pense que la réponse est très bien illustrée. Et la deuxième question, lui, il demande le nom de la machine. Mais il y a un déjoué qui demande comment faire pour s'approprier de ces méthodes ici en Afrique. Voilà. Donc, merci pour la deuxième question. Pour le nom de la machine, le nom général de la machine, le nom général, ça s'appelle Silent Piler. C'est comme pour dire un piler silencieux. Maintenant, si la machine utilise des pales planches, on appelle ça la machine standard, le Silent Piler standard. Maintenant, si la machine installe des pales planches avec jet d'eau, si le sol est moyennement dense, on appelle ça la Silent Piler avec jet d'eau. Maintenant, si la machine installe des pales planches avec une tarière, c'est-à-dire que lorsque le sol est très dur, on appelle ça le crash mode, Silent Piler Super Crash Mode. Maintenant, si la Silent Piler installe des tubulaires, à ce moment-là, on appelle Gyro Piler.
gyropiler. Et pour la question de celui qui posait comment s'approprier la machine en Afrique, alors actuellement nous avons 2 cas en Afrique. Le premier cas, c'est le port autonome de Dakar. Actuellement, à l'heure où je vous parle, on a un projet au port de Dakar. Nous sommes en train d'utiliser la machine. La phase, on a déjà fini la phase 1. Il restait la phase 2. La phase 2 était programmée au mois d'avril 2020. Mais comme vous le savez, à cause de la pandémie, nous n'avions eu pas l'opportunité de commencer. Donc, ça a été repoussé jusqu'à présent. Donc, on ne sait pas trop quand est-ce que la pandémie va s'arrêter. Mais dès que la pandémie, les frontières entre le Japon et le Sénégal sont rétablies, nous allons pouvoir commencer la phase 2 du projet. Et en ce moment-là, peut-être que vous aurez la chance de venir visiter la machine au port de Dakar. J'en avais même informé Fab Sam Sissé. Et malheureusement, c'est à cause de la pandémie que nous n'avons pas eu l'opportunité. Le deuxième cas qui est utilisé en Afrique, c'est en Égypte. En Égypte, à côté d'un hôpital, le Caire, il y avait à côté d'un hôpital un terrain dans lequel on voulait faire une excavation. Mais vous savez que pour faire une excavation, il faudrait d'abord faire un coffre-d'âme. Un coffre-d'âme, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Donc, on installe des pales-planches tout autour en forme de rectangle et puis on commence à excaver le sol. Mais on ne pouvait pas utiliser les méthodes conventionnelles comme les vibrations ou bien la charge dynamique parce que c'est à côté de l'hôpital. Ça va perturber les malades. C'est pour cela que nous avons été contactés pour pouvoir installer ces pieux-là sans vibration, sans bruit. Donc, nous avons aussi ce cas de réalisation en Égypte et aussi au Sénégal. J'espère que j'ai bien répondu à vos 2 questions. Oui, merci beaucoup. Donc, Mohamedou Habib Gueye avait une question. Habib, si vous êtes là, vous pouvez poser votre question. Alors oui, bonjour. Oui, bonsoir, M. Habib. Bonsoir, comment va? Yahya, comment va? Bon, ma question c'était uniquement sur les... Monsieur Habib, est-ce que vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Oui, j'ai pas encore posé la question. La question c'était pour les ouvrages de protection, pour l'avancée de la mer. Il y a certains ouvrages qui proposent d'allier plusieurs méthodes. Maintenant, quelle est la méthode qu'on peut allier avec la méthode des pales-planches que vous nous proposez? D'accord. Merci, M. Habib, pour votre question. Alors, vous avez raison, parce que la protection côtière, ce n'est pas le domaine d'une seule entité. Vous avez parfaitement raison de dire qu'il faudrait une combinaison de plusieurs entités, de plusieurs sciences, pour pouvoir apporter des solutions durables. Alors, la méthode, à mon niveau, que je proposerai pour accompagner la méthode du press-in avec les pales-planches, c'est les brise-lames. Les brise-lames. C'est-à-dire qu'après avoir installé les pales-planches le long de la côte, on peut ajouter en amont des brise-lames qui vont réduire la force des vagues et ainsi éviter l'érosion au niveau de la surface des pales-planches. Parce que si on installe simplement les pales-planches comme ça, sans protection, il risque d'avoir érosion et au fur et à mesure, les pales-planches vont se déterrer et peut-être qu'à la longue, la capacité ne va plus être suffisante et peut-être elle va se briser. Donc, ce que je conseillerais, c'est de combiner les brise-lames et les pales-planches. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions convenables.
Ok, merci. J'ai bien compris la réponse. Oui, merci Habib. Toujours, on peut prendre des questions. Il y a toujours des questions. Mais en attendant, moi, j'avais aussi une question particulièrement. C'est-à-dire, les types de pales planches que la machine peut utiliser, est-ce que les dimensions sont normalisées à fonction voilà, de la machine? Ou bien, voilà, la machine peut utiliser n'importe quel autre type de pale planche, voilà, disponible dans le marché. Merci. Merci, M. Diouf, pour votre question. M. Sarr. Sarr, je suis désolé, M. Sarr. Alors, la question que vous avez posée, elle est cruciale. En effet, nos machines ont été confectionnées en rapport avec le besoin du marché mondial de pales planches. Ici, au Japon, les pales planches en U sont principalement utilisées. Mais si vous allez en Europe ou bien aux États-Unis, ce sont les pales planches de type Z, la forme simple ou bien la forme double, qui sont les plus utilisées. Alors, pour le Silent Piler, nous avons développé pour une même machine plusieurs types de pales planches. Je vais vous donner un exemple. Si vous visitez notre site web, vous allez voir une machine dont le nom c'est F301. Le F301, ça permet en même temps d'installer les pales planches de type U. Ça permet également d'installer les pales planches de type Z et U. Donc, comme vous avez dit, nos machines sont bien confectionnées pour répondre au marché mondial des pales planches qui existent. Voilà, merci beaucoup pour cet élément de réponse. Donc, il y a aussi chez Ahmed Tidjane qui avait des questions. J'espère si vous êtes toujours là, cher, vous pouvez poser votre question. Vous aviez même dit plus d'une question là. Si vous êtes là, vous pouvez poser votre question. Sinon, beaucoup président. Merci Moussendo pour la présentation que vous avez faite. En fait, moi, la question que je voulais poser, comme la question que le président Moussar a posée tout à l'heure, c'est est-ce que en fonction du module de Young, est-ce qu'on règle l'appareil en fonction du module de Young, c'est-à-dire la pression qu'on doit exercer pour le type de tuyau? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour les pales planches en béton? Maintenant, pour l'autre question, c'est les modalités d'acquisition. C'est-à-dire, si le fait ici, vous voulez avoir l'appareil au niveau du labo, maintenant, est-ce que c'est sur commande ou bien dès qu'on a de l'argent, on peut venir acheter ça et aussi le coût, combien ça coûte? D'accord. Merci beaucoup. Le nom, c'est Cheikh Ahmed. Hein? Cheikh Ahmed. Oui, Cheikh Ahmed Tidjane Seck. Cheikh Ahmed Tidjane Seck. Donc, merci beaucoup, monsieur Cheikh Ahmed Tidjane, pour votre question. Donc, vous avez parfaitement raison. Donc, pour nos machines sont confectionnées en fonction du SPT N value du sol. SPT. Je pense qu'en français, c'est SPT. Donc, vous savez que pour nos machines, il y a 3 types de cas. Si le SPT N value est inférieur à 25, et si le SPT N value est comprise entre 25 et 50, et si le SPT N value est supérieur à 50. Donc, la première machine dont je vous ai montré, le press-in normal mode pour les sols mous, c'est lorsque le SPT, on appelle les géotechniciens, ils viennent, ils font des investigations au niveau du sol. Ils trouvent que le SPT, la valeur du SPT est inférieure à 25. Donc, dans ce moment-là, on utilise
le silent piler normal mode. Alors, si les géotechniciens viennent, ils font des investigations et ils trouvent que le SPT est compris entre 25 et 50. À ce moment-là, on utilise le press-in avec le système de jet d'eau pour rendre le sol mou, pour faciliter la pénétration. Et si les géotechniciens trouvent que c'est supérieur à 50, le SPT, alors à ce moment-là, on n'a plus de choix. On va utiliser le press-in avec la carrière, c'est-à-dire le super crash mode. Et si par malheur, la contrainte, comment on appelle ça, uniaxial compressive strength, si par exemple, on trouve que le sol est extrêmement dur, comme les sols rocheux, dans ce cas-là, on ne peut pas utiliser les pales planches. Alors, dans ce cas-là, on utilise le gyropiler. Le gyropiler, c'est-à-dire que le pied tubulaire avec des forêts de coupe qui sont attachées au niveau de la pointe. Maintenant, pour la deuxième question, si l'UFR Sciences de l'ingénieur voulait s'acquérir de ces machines-là, je serais très content de voir, en tout cas, une unité de recherche au Sénégal pouvoir acquérir la machine et pouvoir développer la technologie du press-in au Sénégal. Je ne rêve que de ça. Depuis un certain temps, je suis en contact avec Fatou Samb Cissé, avec aussi d'autres professeurs, pour les inciter à plus s'intéresser davantage sur la machine. Mais vous savez que ce sont des professeurs, ils ont des pouvoirs limités. Mais en tout cas, si vous voulez acquérir ça, le meilleur moyen, c'est que vous parliez avec le directeur, que le directeur puisse en parler avec son ministère de tutelle. Si le ministère de tutelle écrit à la JICA, l'Agence internationale de la coopération japonaise, pour leur dire que nous avons besoin de cette machine, la Silent Piler, parce qu'on a besoin de faire des recherches avec la machine. Nous avons besoin de la machine pour résoudre des problèmes. La brèche de Saint-Louis, par exemple, la langue de Barbarie. Dans ce cas-là, la JICA peut acheter la machine dans notre entreprise et venir vous les offrir gratuitement. C'est ça qu'on appelle le ODA, Official Development Assistant. En français, ça donne quoi? Agence officielle de développement de la JICA. Donc ça, c'est une possibilité. Donc si vous ne passez pas par ce chemin-là, évidemment, si vous êtes assez riche, vous pouvez venir directement. Nous serons très heureux de vous vendre la machine. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Un grand merci. Oui, vous avez bien répondu à la question. Merci. Oui, toujours s'il y a des intervenants, vous pouvez poser vos questions ou suggestions. Et merci encore, M. Ndoye, de cette clarté dans les réponses là. Bonjour. Oui, bonsoir. Oui, bonjour. Bonsoir. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que, par exemple, vous avez conçu au niveau de votre entreprise des machines capables d'utiliser des pieds en béton armé? Ah, j'avais oublié de répondre à cette question-là. Je suis désolé. La question de Cheikh Ahmed Tidiane. Merci de me l'avoir rappelé. Effectivement, la machine, nous avons confectionné des machines qui sont capables d'installer des pales planches en béton. Mais le problème est que la machine, elle s'agrippe au niveau des pieds déjà installés. Et la machine, elle s'agrippe aussi sur le pied à installer très fortement. De ce fait, nous avons eu l'expérience d'essayer avec les pieds qui sont fabriqués en dehors du Japon, mais la plupart, les pieds ne résistent pas. Les pieds en béton ne résistent pas. Par contre, ici au Japon, nous avons eu des réalisations parce que la qualité du béton ici, je ne sais pas comment il faut, mais c'est très dur. Alors, nous avons ici des réalisations. Mais
jusqu'à présent, en dehors du Japon, à cause d'une manque de technologie, de la formulation du béton qui permettrait au béton d'être très dur, nos machines, malheureusement, n'ont pas pu être encore utilisées. Alors, si au Sénégal, vous parvenez à fabriquer des pales-planches en béton très solides qui pourront permettre à nos machines de fonctionner, alors nous serions très contents de pouvoir travailler avec vous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, merci. En fait, moi, je viens tout juste de rentrer dans le débat, de rejoindre la réunion. Okay. Là où je suis, bon, la connexion n'est pas du tout stable, quoi. Elle est instable. Okay. Je voudrais en fait, je voudrais savoir je voudrais dire que si vous pouvez réexpliquer le débat, le thème de ce débat. Je n'ai pas bien compris. Ah, expliquer depuis le début. La connexion est faible. Je n'entends pas beaucoup. Dans ce cas, donc, je vais, après la présentation, je vais vous envoyer le fichier, en fait. Le fichier, je vais vous envoyer ça. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, donc je pense que ça serait beaucoup plus facile pour vous. Et après avoir lu le document, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un email et je serai très content de vous répondre. Ok, il n'y a pas de problème. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous remercie d'abord pour l'exposé. Bon, j'avais deux questions. Est-ce que vous m'entendez? D'accord. Bon, je voulais d'abord savoir la nature, en fait, des pales-planches. Nature des pales-planches. Le matériau, en fait. Pardon? Je veux dire, le matériau, c'est en métal? Ah, d'accord. C'est en fer, oui, c'est en fer. Bon, il y a des pales-planches en fer, il y a aussi des pales-planches en béton. Mais, bon, pour la deuxième question, c'est quand on construit des ouvrages au bord de la mer, le problème qui se pose le plus souvent, c'est la durabilité de l'ouvrage. Parce que ça peut résister, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, à la pression des vagues, mais est-ce qu'à long terme, la résistance ne va pas diminuer? On m'explique. Parce qu'on sait que la mer, c'est un milieu qui est un peu agressif pour la plupart des ouvrages, surtout l'attaque par les ions chlorure, par exemple, ou les sels de manière générale. Parce qu'on sait que la mer est extrêmement salée, les ions sulfate, les ions chlorure. Bon. Comment est-ce qu'on peut faire maintenant pour protéger ces ouvrages de la corrosion marine, par exemple? Bien, quelles sont les solutions que vous proposez ou je ne sais pas. D'accord. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour prévenir cela? D'accord. Merci pour votre question. C'est une question très pertinente. Alors, il y a deux options. Donc, la première option, c'est l'épaisseur des pales-planches. L'épaisseur. C'est-à-dire qu'on va calculer, comme ce que vous venez d'expliquer, avec l'agressivité de la mer, le sel, de la mer, à long terme, c'est-à-dire que si on dimensionne le mur pour, par exemple, 50 ans, alors on va voir quel va être l'effet de la corrosion sur les pales-planches dans 50 ans. Et combien d'épaisseur cela va correspondre. Et puis, on va ajouter ça à l'épaisseur
de la pâle planche initiale. Donc ça, c'est la première technique, ce qui fait que bien avant d'atteindre la durée de vie, la partie qu'on avait prédit va s'en aller et la pâle planche doit toujours rester intacte. La deuxième technique, c'est d'utiliser des spéciales peintures. Des spéciales peintures, c'est-à-dire que ce sont des peintures spéciales qu'on utilise et qu'on enduit au niveau de la pâle planche et qui permet de résister à la corrosion. Donc, des revêtements, quoi, en quelque sorte. Des revêtements, parfois, exactement. qui peuvent être organiques ou bien, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parfois même, on peut faire un revêtement avec un métal. Un revêtement avec un autre métal. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de ce revêtement-là? Oui, bon, c'est-à-dire, bon, c'est un peu de la chimie, puisque c'est ce qu'on appelle, par exemple, le phénomène d'oxydoréduction. Bon, c'est-à-dire, si vous, par exemple, si vous mélangez. Je vous entends plus. Allô? Allô? Oui. Vous m'entendez, hein? Oui, ok. Ah, d'accord. Bon, je disais, c'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle, par exemple, bon, on peut lutter contre la corrosion de plusieurs manières. Parce qu'il y a d'abord la galvanisation, c'est-à-dire on met une couche de zinc dans la structure à protéger. Parce qu'on sait que lorsque le zinc se corrode, il produit ce qu'on appelle un oxyde de zinc qui est imperméable, quasiment imperméable. C'est-à-dire protège en fait le métal pour ne pas que la corrosion puisse se poursuivre en profondeur, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Les revêtements également organiques, c'est-à-dire les peintures, ce qu'on appelle entre guillemets les peintures anti-rouille, c'est vrai que c'est des comment dirais-je, des méthodes pour lutter contre la corrosion, mais le plus souvent ça ne dure pas, c'est ça. C'est pourquoi aussi on peut proposer aussi un entretien régulier de l'ouvrage en fait, c'est-à-dire de vérifier à chaque fois comment la corrosion évolue et comment est-ce qu'on peut à chaque fois essayer, je ne sais pas, peut-être changer les revêtements ou je ne sais pas, utiliser d'autres méthodes. Okay. Je ne sais pas si ils ont fait comprendre. Vous êtes spécialiste dans la matière. Bon, moi, je ne suis pas trop spécialiste de la corrosion. Mais merci quand même pour c'est ça en fait qu'on attend de vous, que chacun puisse apporter ça. Je vous remercie, M. Menga. C'est Djibril Menga. Ok, merci. D'accord. Merci. Merci beaucoup pour votre participation. Bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur le Président. Comment vous allez? Je vais bien, merci beaucoup. Alhamdulillah, je salue tout le monde aussi au passage. En fait, je n'ai pas une question en particulier, c'est juste pour faire une petite contribution par rapport à la présentation, que je trouve vraiment très fructueuse et on te félicite pour ça aussi. Et juste insister sur le fait que, sur la question il y a un gars qui l'a posé tout à l'heure, par rapport à comment on peut acquérir cette machine ici au Sénégal. Vous avez déjà donné, en Afrique du moins, mais vous avez déjà donné deux exemples, ici au Sénégal et en Égypte. Donc, j'aimerais juste insister sur le fait que, comme l'UFR Sciences de l'ingénieur, c'est une unité de formation et de recherche. Donc, qui dit recherche pense aussi à ces nouvelles méthodes de technologie, qui est très important pour nous. Parce que quand vous passez au niveau de la petite côte, vraiment, il y a les régions côtières, ça fait des dégâts. Donc, pourquoi pas, avec le club géotechnique aussi et votre appui, insister au niveau de la direction et pourquoi pas, eux, à leur niveau aussi, d'aller jusqu'au ministère pour poursuivre la procédure que vous avez dit. En tout cas, j'invite au président Sarr, de faire des efforts sur cette lancée. À notre niveau aussi, on va essayer d'accompagner du peu qu'on peut. Parce que c'est une technologie quand même vraiment... En tout cas, moi, j'étais surpris, hein, sincèrement. J'étais vraiment surpris et ébloui et très content par rapport à votre explication et par rapport à tout.
Donc, je vous félicite et je vous encourage aussi et félicite encore l'ensemble des membres du collectif technique. C'était juste une contribution que je voulais faire. Je ne vais pas trop tirer en demeure et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ning. Toujours un plaisir de vous écouter, toujours aussi pertinent. Donc, vous avez parfaitement raison. Hein? Vous avez parfaitement raison. L'Afrique ne doit pas être en retard sur les nouvelles technologies. Et malheureusement, bon, je ne vais pas trop développer ici, mais dans nos pays, bon, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Mais comme vous avez dit, ensemble, bon, en tout cas, de mon niveau, vous pouvez compter sur moi. Tout ce que vous voulez sur la machine, des informations, tout, je suis carrément disponible. Voilà, donc, à votre niveau aussi, si vous pouvez faire bouger les choses, ça serait mieux. Et ensemble, je pense qu'on pourrait faire des choses, on pourrait faire bouger les choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ndeye. Merci aussi à M. Ning pour cette contribution. Voilà. Toujours, j'espère qu'il y avait une question de Michel Sarr qui demandait si on pourrait utiliser la machine pour l'implantation des clones balastés. Donc, oui. Par rapport à sa question aussi, vous oui. Pouvez... Est-ce que vous pouvez un peu répéter la question, s'il vous plaît? Voilà, Michel Sarr demande si avec la machine, on peut l'utiliser pour l'implantation des colonnes balastés. Des colonnes balastiques? Oui. Bon, je suis désolé, mais je ne connais pas trop c'est quoi colonne balastique. Bon. Voilà. Bon, s'il y a d'autres suggestions, parce que même moi, j'ai mal compris la question. Il y a des géotechniciens ici. Ils peuvent intervenir pour donner leurs suggestions. Parce que moi, ce que je connais de la colonne balastée, c'est déjà un pieu foré là et qu'on remplit avec du ballast. Je ne sais pas si j'ai bien compris ou pas. Oui, ça, c'est ça. En fait, il veut parler de ça, quoi, c'est ça. Exactement. Oui, c'est ça. C'est ça, colonne balastée. Voilà, c'est ça, une colonne balastée. Parce que d'autre part, on utilise le ballast au bord des rails, là, dans les chemins de fer. Donc, on l'utilise aussi dans des pieux forés pour dire des colonnes. C'est une colonne qu'on a remplie avec du ballast. Voilà. D'accord. Je comprends ce que vous dites. Je comprends. C'est possible, hein? C'est possible. Mais utiliser notre machine pour les colonnes balastrées, ce n'est pas très compétitif parce qu'il y a d'autres techniques spécialisées pour ça. Comme ce qu'on appelle, bon, je ne sais pas, mais en anglais, on appelle ça all casing method. All casing, c'est-à-dire que c'est une machine, comme ce que vous dites, hein, qui permet de tourner et qui permet d'être enfoncé dans le sol. Et il y a une petite machine qui est installée à l'intérieur qui enlève le sol et qui est remplacée par du ballast. Mais notre machine peut bel et bien faire ça, mais c'est comme utiliser une bombe pour tuer une mouche. Donc, c'est possible, mais ce n'est pas très compétitif en termes de prix. Donc, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, M. Ndoye. Bonsoir, M. Sidi Seck. Cher Seck. Toutes mes félicitations. Oui, exactement. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Ok, bon, j'ai deux questions à poser. La première, je voudrais savoir la particularité des différentes pole planches, à savoir les pole planches en U, section, les pole planches en Z, les pole planches aussi de profilé, comme profilé oméga et les rideaux de coffrage.
c'est-à-dire que leur particularité. C'est-à-dire que le mieux adapté, bon, supposons au Sénégal, le mieux adapté, et par rapport aussi au Japon. La deuxième question, c'est la méthode. Est-ce que avez-vous une fois utilisé la méthode mixte, c'est-à-dire à savoir utiliser le béton et l'acier? Et comme cette machine, est-ce que vous avez prévu d'utiliser à la fois, en même temps, le béton et l'acier à la fois? Le béton et l'acier, ok. Donc, merci beaucoup, hein, monsieur cher Tidiane Seck. Donc, je vais essayer de répondre à votre première question. Donc, pour la particularité des pales planches U et Z et autres types de pales planches, bon, je ne vais pas entrer dans peut-être les considérations commerciales parce que les pales planches Z, en premier lieu, vous savez que c'est ArcelorMittal, le plus grand fabricant de pales planches au monde. Donc, c'est eux qui ravitaillent presque toute l'Europe. Et particulièrement, ils font des pales planches de type Z. Et au Japon, pour ne pas être envahi en fait par le marché européen, le marché de ArcelorMittal, le Japon aussi a développé son industrie de pales planches. Et pour ne pas faire la même chose, puisque si vous fabriquez la même chose, vous allez recevoir les pales planches des autres pays. Alors le Japon a voulu un peu marquer le pas en fabriquant des pales planches de type U. Donc c'est pour cela que ici au Japon, les pales planches de type U sont les plus utilisées. Mais si vous sortez du Japon, ce sont les pales planches de type Z qui sont les plus utilisées. Donc ça, c'était la partie un peu commerciale. Maintenant, pour ce qui est de la partie technique, les pales planches de type Z ont une plus grande, comment dirais-je, capacité, ont une plus grande capacité comparée aux pales planches U. Donc, ce qui fait que la plupart du temps, les pales planches de type Z sont utilisées. Mais la différence, ça réside principalement de la capacité, c'est-à-dire que du dimensionnement. Ça dépend du dimensionnement. Si la capacité se suffit aux pales planches U, on peut se limiter aux pales planches U. Si la capacité n'est pas suffisante, on peut aller vers le pales planches Z. Ça dépend aussi du prix, c'est-à-dire que du prix mondial, ça dépend aussi du client, de son budget, ça dépend de beaucoup de choses. Et pour ce qui est de la question 2, est-ce que nous avons déjà eu à fabriquer des pales planches mixtes de béton et en acier? Alors, ici au Japon, l'entreprise qui fabrique les pales planches, c'est Nippon Steel. Ça s'appelle Nippon Steel. Et en Europe, ça s'appelle ArcelorMittal. Nous sommes juste des usagers des pales planches. Nous ne fabriquons pas des pales planches. Mais à ce que je sache, je n'ai pas encore vu, à mon niveau, de pales planches mixtes de béton et d'acier. Peut-être que ça existe, mais en tout cas, moi, de mon niveau, je n'ai pas encore vu ça. Alors, j'espère que j'ai répondu à votre question, M. Seck. Ok, merci pour les réponses. Vraiment, je suis satisfait. Merci beaucoup. Bonsoir. 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 Monsieur Yahya. Oui. C'est Mohamed Diop. Bonsoir, Monsieur Mohamed. Bon, je vous félicite vraiment à votre brillante présentation. Vraiment, c'est un sujet très intéressant et c'est un sujet d'actualité ici au Sénégal aussi. Bon, j'ai deux questions. La première est que pour cette méthode, est-ce que c'est applicable au niveau dans les projets miniers, dans le domaine minier, quoi? Est-ce que cette méthode est applicable pour la construction des gradins? C'est la première question. Pour la deuxième question, c'est est-ce que lors de la pénétration, est-ce qu'il y a des capteurs dans la machine qui permettent de contrôler le comportement des pales planches par rapport au type de terrain traversé?
Donc, c'est les deux questions que j'aimerais poser. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Mohamed Diop, pour vos deux questions. Alors, la première question, c'est si on peut utiliser la machine pour les projets miniers. Alors, ça, c'est très important parce que, à ce que je sache, dans les mines, les vibrations ne sont pas souhaitées, à ce que je sache. Et aussi, dans les mines, on met aussi des pentes sous forme d'escalier. Vous avez raison. Mais vous savez qu'on ne peut pas la pente, c'est-à-dire que vous avez fait le cours de stabilité des pentes, on ne peut pas aller au-delà d'un certain seuil. Mais si on avait ces machines-là, on pourrait installer les pales planches et peut-être avoir une pente beaucoup plus prononcée. Ça, je pense qu'on peut bel et bien utiliser ces machines-là pour des projets miniers. Mais, à ce que je sache, on n'a pas encore eu l'occasion d'utiliser ça, mais c'est bel et bien possible. Maintenant, pour la deuxième question, s'il y a des capteurs sur la machine, effectivement, il y a des capteurs au niveau de la machine. Au niveau de l'installation, la résistance à la pénétration du pieu, la force de résistance, elle est enregistrée au niveau de la machine. Maintenant, on va faire un parallélisme, une corrélation entre cette force de résistance et le SPT, N value, que nous avons déterminé en amont, les données qui nous ont été données par les géotechniciens. Alors, il y a beaucoup de choses. Hein. Par exemple, si la résistance à la pénétration augmente, elle peut être due à plusieurs choses. Ça peut être dû au verrouillage. Vous savez que les pales planches, ils ont des verrouillages. Des fois, il y a des particules qui s'infiltrent au niveau du système de verrouillage. Ce qui fait que la pénétration devient très difficile. De ce fait, l'installation devient, la force de pénétration augmente et on doit retirer la pale planche afin d'éliminer les éléments nuisibles à l'installation de la machine et puis de recommencer. Deuxième option, c'est lorsque il y a pivotement. Parce que vous savez que au niveau de la pointe du pied, si le sol est très dur, il est très facile pour la pale planche de pivoter. Donc, si la pale planche pivote, elle entraîne une rotation et puis la force de pénétration augmente. Dans ce cas, on extracte le pied et puis on installe pour éliminer ça. Troisième option, c'est lorsque la machine elle-même n'est pas bien positionnée. C'est-à-dire que la machine, au lieu d'être horizontale, la machine elle est légèrement inclinée en arrière. Dans ce cas, lorsqu'on installe le pied, lorsque la force atteint un certain seuil, on va voir qu'est-ce qui ne va pas. On va voir tous les facteurs que je vous ai énumérés et voir quel est le facteur qui entraîne l'augmentation de la force et puis d'éliminer ça. Donc, c'était un peu l'explication, un peu ramassée. Je ne sais pas s'il y a des zones d'ombre où j'ai bien répondu à votre question. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est vraiment très bien répondu. Merci beaucoup, encore une fois. Okay, merci beaucoup alors. Oui, il y a toujours des participants. Vraiment, l'essentiel, je dirais même l'objectif est déjà atteint. Mais quand même, voilà, c'est bon d'échanger comme ça. S'il y a d'autres participants, on peut essayer d'en choper. Sinon, on peut penser voilà, à libérer les étudiants. Est-ce qu'il y a toujours des questions? Bon, Moussenda, il paraît que le tour est fait. Et voilà, nous sommes vraiment très honorés. On vous remercie au nom du groupe géotechnique.
de cette très belle présentation, mais aussi de cette méthode innovante, voilà, qui doit beaucoup nous intéresser, parce que si on doit évoluer dans le domaine, on doit évoluer avec, voilà, ce qui existe sur le marché, d'essayer d'adapter ce qu'on fait, voilà, en fonction des nouvelles méthodes qui sont parfois les plus efficaces. Et on l'a bien remarqué à travers vraiment votre machine-là, et utilisant la méthode pressing, on trouve que ça peut être plus économique du fait qu'on gagne déjà en termes d'espace. Il y a certains endroits, voilà, avec les autres machines, les autres méthodes traditionnelles, on ne peut pas le faire. Et surtout les méthodes de battage, là, si on est auprès d'un, voilà, hôpital, comme vous l'avez souligné, il y a tous ces facteurs-là qu'on ne peut pas négliger. Donc, si on a vraiment un matériel qui nous permet de réaliser ce qu'on veut réaliser à toute sécurité et sans, voilà, sans dérager d'autres parts, j'espère que c'est la bonne chose. On peut essayer, parce que sincèrement, comme je vous l'aviez dit, j'invite toujours nos professeurs, depuis le directeur, sur les webinaires qu'on réalise, mais on ne peut pas imposer quelqu'un à y participer, mais quand même, il félicite et il encourage l'initiative. La dame m'avait dit, il se peut qu'elle participe, mais j'ai vu son appel en absence juste après qu'on commence la réunion. Mais comme l'a dit cher Tidiane Seck, il m'a signalé ça vraiment. Pour cette présentation-là, que ce soit le directeur et Madame Tissé, voilà, s'il était là vraiment, ils pourront y apprendre beaucoup de choses. Voilà, comme c'est eux, comme vous l'avez dit, nos supérieurs, c'est eux les mieux placés pour pouvoir démarcher sur le comment faire pour obtenir, voilà, ces types de matériel-là. Donc, parce qu'on est dans un institut de recherche, donc on essaie d'évoluer en fonction du temps. Donc, ça vraiment, mais quand même, on va essayer de le faire le compte rendu global et l'enjeu qui se cache derrière. Je pense que c'est le plus intéressant. Peut-être qu'ils sont occupés. Voilà, donc je vous remercie et nous remercions l'ensemble des participants de leur collaboration, vraiment à l'ensemble des membres du groupe géotechnique et particulièrement au bureau exécutif pour les efforts qu'ils font afin qu'on puisse tenir des séances de ce genre. Et on vous donne rendez-vous, voilà, à la prochaine séance, probablement le samedi prochain. Donc, vous pouvez aussi dire vos derniers mots là, faire vos votes par rapport à ce que nous partageons là. Merci. D'accord. Donc, c'est moi qui vous remercie. Hein, c'est moi qui vous remercie. Et je fus membre. Bon, lorsque j'ai quitté l'UFR, c'était en 2017. Et on n'avait pas encore mis en place le club géotechnique. Mais juste 2 ans, voire 3 ans, et ça se voit que vous avez fait des choses énormes. Alors là, ça prouve votre motivation et votre amour pour la géotechnique. Donc, j'étais vraiment émerveillé de voir que vous avez déjà commencé les activités. Et il n'y a pas de secret. Hein. Aujourd'hui, on parle de conférences mondiales en Singapour, en France, et peut-être un jour, ça va se faire au Sénégal. Et ça va partir de cette initiative-là. Donc, je suis très content et aussi ouvert pour les échanges. Donc, s'il y a des questions ou quoi que ce soit, on peut encore organiser des Zoom meetings, on peut encore en discuter. Et je vous remercie et je remercie aussi tous les membres du club, tout le personnel de l'UFR de l'ingénieur. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Ndoye. J'espère qu'il n'y a pas d'autres intervenants. On peut
on peut se dire bye bye et je vous dis simplement comme à la japonaise, arigato gozaimasu. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Merci.